Cette journée, c'est la journée 2 et donc la dernière également de ce salon. Nous allons partir avec le premier panel climat d'affaires propice aux initiatives innovantes. Quelles dispositions prendre? S'en suivra un atelier prise en compte du genre, notamment comme solution transformative à l'innovation, l'industrialisation et le développement durable. Un deuxième panel pour cette journée, la transformation industrielle de l'Afrique, un défi et non un slogan. Alors, les activités vont se poursuivre avec un atelier, choix du régime fiscal lors de la création d'entreprises. Un autre atelier, les stratégies d'innovation et la dynamique entrepreneuriale. Un sixième panel, donc un troisième pour le compte de cette journée. Industrialisation de l'agriculture en Afrique, bilans et perspectives. Nous aurons, je suis sûre que vous attendez cet événement parce que c'en est un, la finale du concours Tifertile qui va commencer certainement aux environs de 15 heures. S'en suivra un talk show qui sera modéré par Monsieur Aftal Sissé avec pour thème les TPE-PME face aux défis du packaging. Nous allons annoncer donc les grands gagnants de cette troisième édition en fin de journée. Et merci infiniment à nos membres du jury. Je vais à présent inviter Monsieur Marius Kouvahe, directeur des opérations de Ségus, pour la modération du panel ou le premier panel de ce jour. Climat d'affaires propice aux initiatives innovantes. Quelles dispositions prendre? Merci beaucoup. Bonjour à tous, mesdames et messieurs. Bonjour à tous ceux qui nous suivent également en ligne. Et bienvenue à ce premier panel de la journée au Salon Ferrine, la troisième édition de ce salon de facilitation des échanges et de revalorisation des investissements. Dans un contexte mondial de plus en plus globalisé, connecté et interdépendant, la problématique de développement des États s'est accompagnée d'une compétition de plus en plus forte et accrue pour les ressources, notamment en capital, qui vont servir au développement de ces pays. Et les diverses crises auxquelles le monde a eu à faire face, notamment en 2008, la crise financière que nous connaissons tous, et plus récemment la crise du Covid que nous vivons tous jusqu'à présent, ces différentes crises nous ont permis de constater que les économies devaient trouver le moyen d'être résilientes pour les traverser et continuer leur trajectoire de développement. L'innovation est alors apparue comme un impératif pour les pays qui souhaitent accélérer leur développement et accroître leur compétitivité, non seulement dans leur environnement géographique immédiat, mais aussi au-delà dans le monde. Et dans ce contexte, l'amélioration continue de ce que nous appelons communément climat des affaires s'est imposée comme une priorité à tous les États, et le Togo n'a bien entendu pas fait exception, comme on a pu le constater à travers les diverses initiatives qui ont été prises dans ce secteur ces dernières années. Alors, quel cadre macroéconomique, quelles institutions et quelle gouvernance et quelle infrastructure pour une émergence des innovations en Afrique, mais aussi au Togo? C'est le thème de ce panel qui va nous réunir tout à l'heure. Et pour pouvoir en discuter, je voudrais inviter nos éminents panélistes. Nous allons commencer avec Madame Anaïs Sabo, conseillère au ministère de la Promotion de l'Investissement. Nous invitons ensuite Monsieur Bank, qui représente aujourd'hui l'OTR, l'Office togolais des recettes. Monsieur Philippe Awaga, un régulier de ce salon, directeur du cabinet Synergie.
Et enfin, nous avons en ligne Monsieur Dev Chamro. Je ne sais pas si la technique peut l'afficher. Bonjour Monsieur Chamro. Bonjour chers panélistes. Alors, la problématique que nous allons attaquer et discuter aujourd'hui vient d'être présentée. Il s'agira de parler du climat des affaires avec un accent particulier mis sur l'innovation. Mais avant de commencer, nous allons nous aligner d'abord sur les thèmes dont on parle, parce que ça peut sembler intuitif, mais bien souvent ça relève de certaines subtilités qu'il convient de faire comprendre à tous. Alors, j'aimerais commencer par Monsieur Philippe Awaga, si vous le permettez. Dites-nous comment vous définissez le climat des affaires. Juste une petite précision avant, un petit écueil à corriger rapidement. Nous allons d'abord inviter les panélistes à se présenter très brièvement parce que le public ne les connaît certainement pas. Donc, Monsieur Awaga, s'il vous plaît. Merci Marius, cher modérateur de ce panel. Merci pour l'opportunité. Donc vous avez Ayao Philippe Awaga, je suis le directeur associé du cabinet Synergie. Alors nous faisons des études, nous donnons du conseil aux entrepreneurs, aux entreprises et nous faisons de la formation. Voilà, merci. Merci Philippe. Monsieur Banque. Merci Monsieur Kouvaé. Je suis Banque Bakaftine, expert juriste consultant en fiscalité d'entreprise et mobilité internationale, administrateur fiscal à l'Office togolais des recettes. Merci Monsieur Banque. Madame Sabo. Merci Marius, bonjour à tous. Je suis Anaïs Sagbo, conseillère auprès du ministère de la promotion de l'investissement. Donc le ministère de la promotion qui, comme vous le savez, est un nouveau ministère qui a été créé en novembre 2020. Donc justement afin d'accompagner au mieux les investisseurs dans leur parcours au Togo et aussi pour promouvoir la destination d'investissement Togo. Merci. Merci. Et enfin, Monsieur Dev Chamro qui est avec nous en ligne. On ne vous entend pas, Monsieur Chamro. Votre micro. Votre micro. C'est ouvert, oui. Ok, merci. On vous entend maintenant. C'est bon? Oui. Bonjour à tous et toutes. Moi, c'est Dev Chamro, consultant international à la cellule du climat des affaires. Et je voudrais dire au tout début que j'interviens au nom de mes collègues de la cellule du climat des affaires. Je suis de l'île Maurice. Merci Monsieur Chamro et bonjour à tous vos collègues de la cellule climat des affaires. Alors Monsieur Awaga, nous revenons à vous. Comment définissez-vous le climat des affaires? Merci beaucoup, cher modérateur. Je pense que c'est très bien déjà de préciser le climat des affaires, c'est quoi ce climat? Et le climat des affaires, c'est tout ce qui concourt, parce que nous puissions avoir un environnement favorable à l'investissement, à la création d'entreprises et à tout ce qui concourt au développement économique d'un pays, d'un espace ou d'un continent. Merci. Très bien, merci. Rapide et succinct, mais j'aimerais avoir l'angle de Madame Sabo, vu que le ministère a été dédié particulièrement à l'investissement. Comment définissez-vous ce climat des affaires? Bonne question. Eh bien, le climat des affaires, je le définirais comme étant l'ensemble des éléments qui interviennent dans l'environnement en fait, qu'on offre aux investisseurs ou aux opérateurs économiques afin qu'ils puissent réaliser leurs activités. Donc ce climat des affaires-là, c'est vrai que c'est un terme qui revient beaucoup, on entend beaucoup parler d'amélioration du climat des affaires, mais concrètement c'est aussi une question d'amélioration de l'environnement qui est offert aux investisseurs, l'amélioration de tout ce qui va être procédure administrative, même le nombre de ces procédures administratives-là, ça va relever du climat des affaires. Donc vraiment toutes les composantes qui vont rentrer dans la décision d'investir parce que ce sera considéré comme étant des facilités ou des contraintes pour l'investisseur. Très bien, merci Madame Sabo. Monsieur Banque, le point de vue du fiscaliste.
Bon, je pense que les prédécesseurs ont tout défini. Alors, je vais prendre peut-être les éléments un à un du climat des affaires. Alors, nous devons mettre dans ce que nous appelons la facilité du climat des affaires, la sécurité, dans tout son sens, aussi bien la sécurité juridique que la sécurité physique des investisseurs. Et il y a le plan administratif, des facilités administratives, d'accord, pour accorder aux investisseurs pour pouvoir librement exercer leurs activités. Le cadre juridique propice. Le cadre juridique propice pour que lorsque un investisseur se sent menacé abusivement, qu'il puisse entendre, du moins obtenir ou avoir droit au niveau judiciaire. Voilà de façon ramassée quelques éléments qui peuvent rentrer dans cette terminologie du climat des affaires. Merci. Très bien, merci Monsieur Banque. Le cadre est ainsi posé. Monsieur Chamreau, j'ai fait exprès de ne pas vous interroger tout de suite parce que la cellule pour laquelle vous travaillez est au cœur des activités que conduit le Togo pour l'amélioration de son climat des affaires. Alors maintenant, je viendrai vers vous, déjà pour que vous nous disiez brièvement quelle est votre perspective sur le sujet, mais également que vous nous parliez un peu de ce qui est fait dans votre cellule pour l'amélioration de ce climat des affaires. Bonjour Marius, merci pour ces questions très pertinentes. Le climat des affaires, c'est l'ensemble d'un écosystème, cadre légal et régulateur, l'institution, la politique de l'État, tout ensemble qui fait qu'on fait améliorer l'environnement des affaires et des investissements propices à l'entreprise. Okay? Pour améliorer un climat des affaires, il n'y en a pas une baguette magique ou une potion magique. C'est un processus lent, douloureux et coûteux. Ça, on a vu à la cellule du climat des affaires qui était très engagée pour améliorer le climat des affaires et aussi les climats d'investissement. Il faut que je mette l'emphase là-dessus. C'est seulement pas pour améliorer le classement mondial, mais pour améliorer le climat pour les entreprises. Okay? Les prérequis pour un climat favorable à l'investissement sont premièrement un leadership politique très fort qui, au Togo, et sous le haut patronage de son Excellence le Président de la République, et sous son impulsion, et avec la cellule climat des affaires, on a réalisé quand même des progressions très très louables, parmi les premières au monde, une progression de 57 positions dans 3 ans, ce qui est très formidable. Le deuxième élément, c'est une orientation stratégique que le Togo a dans son PN2 2022 avec son feuille de route 2025 qui définit les cadres et la vision du pays. Le troisième, ce qui est important, c'est la cohérence politique et aliment institutionnel. Les différentes institutions travaillent en tandem, en aliment parfait, pour qu'il n'y ait pas de doublons pour améliorer les cadres légaux, juridiques et institutionnels. Dans les derniers 3 ans, le cadre légal et réglementaire des affaires au Togo a beaucoup amélioré avec pas mal des innovations que nous avons apportées. Parmi, je peux citer la suppression de la taxe professionnelle unique, la dématérialisation des procédures de demande et transfert de propriété et paiement électronique, la mise en place de guichets uniques de transfert de propriété, une adoption de nouveaux codes fonciers, la mise en place d'un bureau d'information de crédit, la dématérialisation des procédures et opérations de registres de commerce et de crédit immobilier, la réduction de 50% des frais de raccordement à l'électricité et d'autres infrastructures,
une stratégie dédiée à l'énergie renouvelable qui est très très innovateur, peut-être le premier en Afrique, que ce soit raccordement au grid, au mini-grid et même au off-grid. Le paiement de l'impôt et des taxes qui a été avec des innovations comme e-déclaration, comme les e-paiements, et aussi les automatisations des procédures de traitement de tout ce qui est contentieux commercial avec des provisions pour la médiation, réconciliation, arbitration. Ce sont les innovations qui est sous l'impulsion de son Excellence le Président et aussi Mme Johnson et secrétaire général de la présidence avec la cellule que le pays a réalisée. Mais beaucoup plus que ça, la cellule a aussi joué le rôle de plaidoyer en faveur des entreprises. Le premier forum Union européenne-Togo 2019 a été le déclic pour encourager beaucoup plus d'investissements locaux, des diasporas togolais et aussi l'investissement étranger direct qui Togo est devenu en 2020 le premier pays en Afrique d'avoir tout ce qui est le Greenfield Project. Et aussi les réformes qui ont été mises en œuvre sont des réformes très holistiques qui prennent tous les 12 indicateurs du Doing Business de la Banque mondiale. C'est vraiment un état d'esprit à changer qui a été mis en œuvre, que ce soit au niveau de la politique, que ce soit au niveau des institutions, que ce soit au niveau des opérateurs économiques, la création d'un ministère dédié à la promotion d'investissement et la mise en œuvre très bientôt de l'agence de promotion d'investissement sont les ingrédients qui favorisent d'abord le développement de l'entrepreneuriat local et aussi attirer des investissements indirects. Okay? Il y a effectivement une forte dynamique entrepreneuriale qui se développe au Togo. Le dernier qu'on avait, avec un appel au projet, la cellule avait recensé presque 400 projets d'investissement local et on a environ 125 qui sont en train de mise en place avec l'assistance de la délégation de l'Union européenne au Togo. Okay? Merci, Monsieur Chamorro. Si vous permettez, je voudrais vous arrêter sur ce point et déjà vous remercier pour cet exposé détaillé sur ce que représente le climat des affaires et particulièrement ce qui est fait au Togo dans le cadre de son amélioration. Alors, je l'avais annoncé en ouverture, nous allons nous appesantir sur le point de l'innovation parce qu'une chose est d'améliorer son climat des affaires, mais c'en est une autre de favoriser les innovations dans l'économie. Donc, je voudrais retourner vers nos autres panélistes et je recommencerai toujours par Monsieur Awaga, à qui je demanderais de nous parler du rôle de l'innovation dans le développement d'une économie et son lien avec l'amélioration du climat des affaires, qui est le centre du thème que nous discutons aujourd'hui. Monsieur Awaga. Merci, monsieur le modérateur. Je pense que c'est bien de le dire, de parler de l'innovation. Effectivement, améliorer le climat des affaires, c'est bien. Mais après, qu'est-ce qu'on fait pour évoluer? L'innovation, pour moi, c'est tout ce qui est créé nouvellement et qui contribue à répondre à un besoin, ou c'est tout ce qui participe à l'amélioration de ce qui existe déjà. On n'est pas forcément obligé de créer tout entièrement la chose, mais aussi ce qui existe déjà, de voir comment on peut l'améliorer toujours pour répondre à un besoin. Et ici, nous sommes dans le cadre économique, dans le cadre professionnel, et donc de le faire dans le cadre des entreprises. Parce que qu'est-ce qu'on observe? On observe beaucoup de copies.
Et c'est ce qu'il faut éviter. Donc, quelqu'un a fait quelque chose, même ailleurs, on essaie de le recopier sans pouvoir l'adapter sérieusement à l'environnement, comme on est en train de le dire par rapport au climat des affaires, ou même c'est fait ici au Togo, et après on se dit, bon, comme ça marche pour lui, moi aussi je reprends la même chose. Et donc on le voit dans beaucoup de domaines, hein, que ce soit dans le secteur agroalimentaire ou dans d'autres domaines, on le voit, et je pense que c'est ce qu'il faut améliorer, c'est ce qu'il faut revoir. Et donc justement, l'innovation même doit nous permettre, l'innovation au niveau de l'amélioration du climat d'affaires doit nous permettre ou doit accompagner les jeunes et les entrepreneurs, les investisseurs à penser innovation, à innover ce qu'ils sont en train de faire. Nous avons justement à penser, à encourager la recherche et le développement. Je pense que c'est quelque chose qui nous manque, qui manque beaucoup dans notre pays. La recherche et le développement permet justement de sortir de nouveaux produits, de sortir de nouveaux services et de les proposer sur le marché. Donc il faut revoir ça. Et le climat des affaires doit intégrer l'amélioration ou l'accompagnement de la recherche et développement. Le climat, l'innovation justement, puisque ça va de l'innovation au climat des affaires et du climat des affaires à l'innovation. Quand je parlais tout à l'heure de la recherche et développement, c'est quand vous devez créer un centre de recherche et développement, vous bénéficierez de quoi? Qu'est-ce qu'on peut vous offrir comme des bénéfices? Et donc, si on le sait et qu'on sait que si je crée un centre, je vais avoir des facilités, je pense que ça va se faire un peu plus facilement. Je pense aussi qu'il faut intégrer et donc créer une coordination entre le ministère de l'Éducation supérieure et de la recherche scientifique, le climat des affaires, le secteur privé et les politiques. Je pense qu'il y a un cadre qu'il faut créer de concertation à renforcer. Ça se fait déjà et c'est d'ailleurs ce qui a amené la création de la cellule du climat des affaires, ce qui a amené la mise en pôle du PND. M. Chamboul vient de le rappeler, mais il faut continuer à renforcer ces éléments pour encourager les entrepreneurs, les investisseurs à innover. L'innovation en soi, pour les investisseurs, c'est quand ils viennent et qu'ils doivent trouver une plateforme, comme la plateforme industrielle d'Adétikopé. Et je pense qu'il faut encourager beaucoup de plateformes. Il ne faut pas qu'il y ait que la plateforme d'Adétikopé. Il faut rentrer à l'intérieur du Togo, aller à Blita par exemple, à Kara et à Dapaon pour créer d'autres plateformes qui vont accompagner les entrepreneurs, les investisseurs à aller investir. Donc, le climat des affaires, c'est justement des dispositions physiques, des dispositifs physiques qu'on met en place, justement comme la plateforme d'Adétikopé. C'est aussi l'API ZF qui est une innovation aussi également de ce qu'était la SASOF avant. Et donc ces éléments vont permettre de créer de nouvelles entreprises, de créer de nouveaux produits. Mais aussi, pour moi, il est important de voir ce qui se fait ailleurs. L'innovation aussi, c'est comment les autres évoluent pour ne pas faire autre chose. Si nous prenons le cas de l'Estonie ou de l'Israël. Israël et l'Estonie sont de petits pays, mais ils ont fait des choix stratégiques. Donc c'est important que les politiques et le secteur privé puissent cibler des domaines qui vont nous permettre d'être compétitifs. Il nous faut vraiment travailler sur nos avantages compétitifs. Alors si vous me demandez qu'est-ce qu'on peut créer au Togo, qu'est-ce qu'on peut regarder comme avantage compétitif, je vais vous parler du secteur financier. Le secteur financier tout simplement parce que nous avons deux grandes banques qui ont leur siège au Togo. Nous avons de grandes institutions, la BOAD et la BIDC et d'autres encore qui sont là et qui ont leur siège au Togo. Donc on peut travailler sur ce secteur pour permettre que les gens puissent bénéficier des investissements. Aujourd'hui, nous avons à peu près 15 banques au Togo et sur ces banques et institutions, on se retrouve à ce qu'on ne finance que l'action ou les activités commerciales. Je pense qu'il faut des banques d'investissement, donc on peut travailler autour de ce pôle. Après, on peut continuer à travailler au pôle de la recherche et de l'éducation. Je pense qu'on a 2 universités au Togo, c'est très bien pour la taille du pays. Il faut en faire des pôles, de véritables pôles de compétitivité dans la recherche, la formation des jeunes.
Et quand je parle de formation, je parle de tout ce qui peut amener les jeunes à être dans des domaines dont le secteur privé a besoin, par exemple. Ce n'est pas encore le cas totalement, mais je pense que c'est en cours et il faut le renforcer. On peut aussi travailler autour de la santé. On parle très souvent de la logistique et d'autres domaines, mais moi je pense que le Togo peut saisir l'opportunité et prendre le cadre de la santé. Je vous donne un exemple simple qui peut être une innovation et qui peut nous apporter. Si je veux même investir, soit au Ghana, en Côte d'Ivoire ou au Niger, et je me dis que je suis à 2 heures d'Abidjan, et donc si je suis souffrant, si je prends le cas d'une personne de la diaspora ou d'un étranger, donc je peux me faire soigner facilement à côté au Togo en prenant un jet privé ou un avion de ligne normale. C'est que c'est une bonne chose pour nous. Donc on transforme un pôle simple en un pôle compétitif. Je pense aussi à la logistique. Ça, on en parle toujours autour du port autonome de Lomé, qui est quand même un grand hub de l'Afrique de l'Ouest. Je pense qu'on peut travailler dans ce domaine et développer vraiment la logistique et le transport pour permettre que les autres puissent se servir de nous et se servir à l'intérieur de l'Afrique. Après, on peut parler aussi de l'énergie. On peut travailler sur l'énergie et l'exporter. Ça peut être un pôle de compétitivité pour nous. On peut aussi, et sans oublier vraiment l'agriculture, ce qui est fait dans l'agriculture, mais permettre justement que cette agriculture ne reste pas à l'étape de l'agriculture, mais une agriculture non seulement modernisée, mais une agriculture qui permet de passer justement et de répondre au terme justement de ce salon, l'industrialisation. Donc, la transformation des produits agricoles peut être aussi un pôle de compétitivité pour le Togo. Donc, voilà un peu comment moi je vois les choses. Donc, c'est une vision, c'est des orientations qu'il faut donner, qu'il faut saisir, se dire, voilà ce que nous avons choisi et nous allons aller vers ce secteur. Et donc, les acteurs publics comme les acteurs privés vont dans ce sens et ça va permettre justement de créer tout ce qui doit favoriser la compétitivité de ces pôles et les autres aussi vont le faire. Je voulais rapidement faire une précision. Pour moi, il est important d'accompagner les locaux. Ce qui est fait aujourd'hui, on regarde beaucoup l'investissement étranger, c'est très bien, parce que de temps en temps, il faut savoir compétir et aller chercher les sous pour développer son pays, mais il faut aussi regarder le pays. Je vais faire une précision simple. Au Togo, nous avons à peu près 124 000 entreprises. C'est très bien. Sur les 124 000 entreprises, nous avons à peu près 70 grandes entreprises. C'est aussi bien. Mais sur les 70 grandes entreprises, on doit en avoir à peu près 5 ou 4 qui sont vraiment de capitaux togolais. Et je pense qu'il y a des efforts à faire. Si nous avions 70 ou si nous devons passer à 140, il faudrait que les 70 soient vraiment des entreprises togolaises. Donc ça aussi doit nous pousser à améliorer tout ce qu'il faut pour que les locaux ou les membres de la diaspora togolaise puissent le faire. Donc voilà un peu ce que je peux dire sur l'innovation et l'interconnexion qu'il peut y avoir entre le climat d'affaires et l'innovation. Merci. Merci beaucoup, Monsieur Awaga. Et je vais rebondir sur la fin de votre exposé, l'accompagnement des locaux. Pour me tourner vers nos autres panélistes, je commencerai par Monsieur Bank pour lui demander aussi son point de vue sur la place de l'innovation dans l'économie et son lien avec le climat des affaires, mais aussi lui demander de nous préciser ce qui est fait au niveau de l'Office justement pour créer un environnement propice aux innovations et avec un accent particulier sur les locaux, comme l'a mentionné M. Awaga. Monsieur Bank, merci. Merci, M. Kouvaé. Alors, je vais dire que la thématique ici discutée aujourd'hui est très éloquente et fort évocatrice. D'accord, de la situation économique de notre pays fortement impactée par la globalisation des échanges et de l'économie et dans une économie fortement numérisée. Alors, climat des affaires propice aux innovations, d'accord, mais il faut d'abord d'entrée relever que favoriser l'innovation, d'accord, est une préoccupation des autorités togolaises qui font des efforts pour réorienter l'investissement, d'accord, et développer ou favoriser une éclosion d'un tissu de PME qui œuvrent dans les secteurs, surtout dans le secteur de l'innovation. Alors, nous pouvons déjà imaginer que
l'un des outils pour y parvenir, d'accord, est bien évidemment la fiscalité. Hein, la fiscalité. Alors, je vais dire qu'il y a déjà des leviers fiscaux, hein, à l'adresse des PME et dédiés aux investissements qui sont faits, d'accord, dans l'industrie et dans la technologie. Alors, il faudrait, pour encourager, comment l'appelle-t-on, cette innovation, l'entrepreneuriat et la création d'entreprises, il faut rappeler que le Togo a entrepris plusieurs actions et mis en place plusieurs dispositifs pour y arriver. Alors, nous allons dire que quand on parle de l'innovation, en réalité, ce vocable, même s'il est un tout, il ne veut rien dire du tout. D'accord? Et il ne veut rien dire du tout parce que nous percevons souvent l'innovation comme un mot talisman ou quelque chose de grand qui est fortement peut-être inaccessible. En réalité, l'innovation, ce n'est rien. L'innovation, c'est l'amélioration. L'amélioration, hein, de tout ce qui peut exister ou de ce qui existe et également la création éventuellement du nouveau. Parce que l'innovation doit se distinguer de l'invention. De l'invention. L'innovation, il faut le percevoir en son niveau le plus bas. Et c'est quoi l'innovation en termes descriptifs? Alors, vous êtes vendeur de notre plat local, du Yalé Aïmolo. Et entre-temps, les clients, pour pouvoir déguster ce plat délicieux, venaient, lorsqu'ils achetaient le plat, ils étaient debout, souvent même au soleil. Mais entre-temps, vous avez installé des chaises, vous avez construit peut-être un hangar ou mis des paillotes, d'accord, pour permettre aux clients de se mettre à l'aise afin de pouvoir déguster ce plat délicieux. Voici l'innovation. C'est de l'innovation. L'innovation ne veut rien dire en réalité. Parce que quand on parle de l'innovation, c'est très haut que les petites et les micro-entreprises pensent comme si elles ne sont pas concernées. L'innovation, c'est le changement perpétuel de l'amélioration du produit dont on vend ou des services dont on vend. C'est ça en fait l'innovation. Et ça, c'est l'innovation en termes économiques. C'est l'innovation en termes d'ingénierie qui maintenant nous pousse à la création de tout ce qui est carrément nouveau. Et donc l'innovation, ramenons-le d'abord dans sa terminologie la plus basse pour dire que ce n'est rien, c'est l'amélioration et tout le monde, toute entreprise peut innover. Alors, nous devons également rappeler, d'accord, que la transformation structurelle de notre économie qui aujourd'hui passe par la réussite du plan national, d'accord, de développement, le PND, lancé depuis 2019, nécessite évidemment un cadre juridique et fiscal propice à l'attraction des investissements. Et je disais tantôt que le Togo a entrepris des actions et l'une des actions phares, d'accord, est la réforme institutionnelle et normative de notre cadre juridique et fiscal. Et nous ne sommes pas sans savoir que depuis 2006, le Togo s'est relancé dans un vaste chantier, d'accord, de réforme de ses finances publiques afin de répondre évidemment à ces exigences, hein, du moment. Et dans ce relan de réforme, un accent particulier a été mis sur la modernisation de l'administration fiscale et l'assainissement donc du climat des affaires. Alors, pour y répondre, notre système fiscal, hein, a été très simplifié avec l'adoption en 2018 du nouveau Code général des impôts et du livre des procédures. Et également, le Togo s'est doté d'un nouveau code des investissements pour répondre évidemment à ce besoin d'accompagnement des entreprises vers l'innovation. Si vous permettez, M. Bank, je voudrais vous couper sur ce point en particulier. Vous aviez mentionné un peu plus tôt des leviers fiscaux
qui pourrait permettre d'accompagner l'innovation. Donc je pose la question aussi pour ceux qui nous suivent, qui voudraient peut-être savoir très concrètement, je suis jeune, j'ai des idées que je voudrais pouvoir développer. Comment puis-je être rassuré que le cadre fiscal me permet réellement d'arriver à mes fins? Donc, est-ce que vous avez des exemples précis de ces leviers fiscaux qui peuvent aider les promoteurs ou les développeurs d'idées à réellement innover? Parce que c'est de ça qu'il s'agit, c'est très important pour le développement de l'économie. Merci, merci. Et comme leviers fiscaux propices au climat des affaires et donc aux initiatives innovantes, et nous avons en quelque sorte 2 ou 3 ordres. D'accord? Il y a des dispositifs de droit commun qui sont contenus dans le Code général des impôts, dont je peux citer par exemple la déduction, d'accord, totale de tous les frais engagés pour la recherche. Et nous pouvons le trouver à l'article 99.J du nouveau Code général des impôts. Et également, pour faciliter ou encourager la création de nouvelles entreprises, il y a une exonération, d'accord, pour 2 ans pour les nouvelles entreprises du paiement du droit de la patente, d'accord, pour les nouvelles entreprises. Et ceci va aussi bien pour les PME que pour les micro-entreprises en ce qui concerne la taxe professionnelle unique. Lorsqu'elles sont créées et elles sont exonérées du paiement de ces impôts-là. Alors, mieux, il y a un cadre attractif de formalisation des micro-entreprises que nous appelons communément les CGA, les centres de gestion agréés, dont l'adhésion à ce centre offre des avantages fiscaux énormes qui vont d'une réduction de 40%, d'accord, de l'impôt dû à la fin de l'exercice, à la clôture de l'exercice, à une amnistie du contrôle fiscal, d'accord, des 3 premières années de votre adhésion à ce centre de gestion agréé. Ça veut dire que l'amnistie, c'est que dans les 3 premières années, vous ne pouvez pas subir de contrôle fiscal et de redressement. Déjà, c'est un avantage pour les jeunes entreprises, d'accord, qui veulent se lancer dans l'innovation. Mieux encore, et parlant également de l'innovation, ça concerne au premier chef les petites et moyennes entreprises. Et notre Code général des impôts, évidemment, dispose d'un régime, ce que nous appelons improprement les réductions d'impôts pour investissement, un régime incitatif aux investissements des petites et moyennes entreprises. Alors, lorsque vous êtes agréé à ce régime, vous pouvez bénéficier, d'accord, d'une déduction, d'accord, allant jusqu'à 3/4 du montant des investissements que vous avez réalisés dans le cadre du programme de cet investissement. Au-delà du droit commun, nous ne sommes pas sans savoir qu'il y a, bien que nous parlons aujourd'hui de la rationalisation des dépenses fiscales, il y a des régimes fiscaux dérogatoires qui offrent des avantages. Et je citais tantôt le Code des investissements. Et ce Code des investissements, lorsque vous êtes agréé, d'accord, tout d'abord, vous bénéficiez de l'exonération pour les 5 premières années, d'accord, des droits de porte. Les droits de porte, je cite ici les droits de douane et la redevance statistique, de l'exonération de la taxe sur la valeur ajoutée, c'est-à-dire au cordon douanier, sur tout le matériel et équipement nécessaires à la réalisation donc, du programme, de votre programme d'investissement. Alors, au-delà de ces exonérations, de ces facilités au niveau du cordon douanier, et à la fiscalité interne, vous bénéficiez également des crédits d'impôt. Et ces crédits d'impôt sont reportables. C'est laissé au libre choix, bien sûr, de l'investisseur, et pour soit relatif ou proportionnel au montant de l'investissement ou au nombre d'emplois créés. Alors, si nous prenons les crédits d'impôt proportionnels à l'investissement,
Ces crédits, la déduction, le crédit là va de 15% à 30% selon votre zone d'implantation. Merci beaucoup, Monsieur Bank. Je me permets d'interrompre votre exposé, très intéressant, ma foi. Et j'espère que les jeunes entrepreneurs ou entrepreneurs en herbe qui nous suivent, suivent attentivement, parce que vous avez vraiment présenté plusieurs des leviers qui existent, parce que notre talon d'Achille, on le reproche souvent dans ce pays, c'est la communication. Des choses existent, beaucoup de choses existent, mais les gens ne sont pas au courant. Et je suis sûr que l'OTR a des canaux de communication qui peuvent permettre aux gens de s'informer beaucoup plus sur ce qui est disponible pour les accompagner dans leur cheminement d'innovation. Et avant de poursuivre et de prendre quelques questions, je voudrais laisser quelques minutes à Madame Sagbo également pour qu'elle nous donne un mot sur ce qui est fait au niveau du ministère de la promotion de l'investissement, justement pour créer un cadre propice aux innovations. Merci Marius. Alors, je dirais peut-être pour commencer ou pour introduire mes propos qu'on a conscience d'une chose, c'est que l'innovation est fondamentale à tous les niveaux de la société et sur toutes les strates. Donc que ce soit au niveau du gouvernement, on a besoin d'avoir un gouvernement qui soit agile, qui puisse s'adapter aux réalités économiques du pays, qui puisse s'adapter aux besoins des populations et qui puisse mettre en œuvre des stratégies de développement qui soient performantes et qui nous permettent du coup d'atteindre des résultats de croissance, d'attraction des investissements dans un contexte mondial où on sait qu'il y a une forte compétition entre les pays, ne serait-ce que dans la sous-région. Ensuite, au niveau des entreprises, je dirais qu'on a un besoin que les entreprises elles-mêmes ou que les jeunes entrepreneurs eux-mêmes aient à cœur de créer des choses différentes, aient à cœur de faire des projets qui sortent un peu de l'ordinaire ou du moins qui ne sont pas ce qu'on retrouve un peu partout communément. Parce que si on doit être transparent, on sait tous que le pays le Togo est un petit pays. En termes de taille, voilà. Donc on a une petite superficie, la population n'est pas très élevée. Donc si nous voulons réellement impacter et comment dire, avoir une activité économique ou des activités qui puissent impacter notre croissance, nos populations, il faut qu'on puisse identifier des niches sur lesquelles se positionner. Il faut que les jeunes entrepreneurs, que ce soit dans le domaine de l'agriculture, dans le domaine de l'artisanat, dans le domaine de l'industrie, arrivent à se dire qu'est-ce qui manque sur le marché ? Comment évolue la demande mondiale? Enfin, je sais qu'à l'échelle internationale, il y a beaucoup de tendances dont on entend parler, le sans gluten, je sais pas, enfin, le healthy, lifestyle, etc. Donc, comment est-ce que nous-mêmes, nos entrepreneurs, arrivent à être à l'écoute de la demande mondiale, arriver à être à l'écoute de la demande locale et y répondre en se positionnant sur des niches. Et c'est aussi cette notion de niche-là, c'est dans cette notion de niche que va résider l'innovation. Parce que c'est dedans qu'on va réussir à créer quelque chose de différent et qui aura une valeur ajoutée. Et quand on est un pays comme le Togo, avec, comme je le disais, notre petite taille, etc., et notre population, on ne peut pas se permettre de faire ce que tout le monde fait. On va se noyer dans la foule, ça n'aura aucune valeur ajoutée, ça ne va servir à rien. Donc comment est-ce qu'on fait, nous, gouvernement bien sûr, mais aussi vous, entrepreneurs, pour développer des projets qui aient une valeur ajoutée et qui aient cette dimension en plus de cibler des secteurs précis sur lesquels on peut se positionner. Si on prend la Suisse s'est développée avec l'horlogerie, entre autres. Donc ce sont des domaines particuliers, spécifiques, mais qui peuvent permettre à un pays de rebondir et d'avoir de la valeur ajoutée, de faire de la création de richesse et de la création d'emplois. Donc, c'est simplement un point que je voulais mettre en avant. Maintenant, pour ce qui est du gouvernement ou de ce qui est fait au niveau du ministère pour appuyer l'innovation, ce que je peux déjà dire, c'est que, bon, comme je l'ai dit tout à l'heure, le ministère est un nouveau ministère, mais on travaille beaucoup sur des projets et des activités à développer en partenariat avec des entrepreneurs locaux pour essayer, ou notamment des forums ou des activités de promotion des investissements sur lesquels on entend réellement associer des entrepreneurs locaux pour pouvoir promouvoir leurs projets, leur permettre d'accéder à de nouveaux marchés, etc. Donc on va vraiment travailler avec les promoteurs locaux, en tout cas on est à disposition pour accompagner les projets innovants en termes de recherche d'accès à d'autres marchés. Maintenant, il y a aussi le travail qu'on va faire de concert avec l'OTR ou d'autres institutions nationales qui va être de travailler sur le climat des affaires, parce que c'est seulement en offrant un environnement des affaires qui soit simple,
en fait, qui soit simple et facile et attractif, qu'on réussira à développer le plus d'activités possible et qu'on réussira à insuffler à nos entrepreneurs la confiance suffisante pour entreprendre et pour avoir des activités qui soient créatrices de revenus et de richesses. Donc, premièrement, donc, ce sera en termes d'accompagnement concret, accompagner les entrepreneurs dans la promotion des investissements. Ensuite, ça va être à travers le climat des affaires, donc en veillant à ce que l'environnement économique qu'on offre et l'environnement des affaires qu'on offre soient des plus attractifs et que justement ce soit propice aux activités innovantes. Ce sera donc ces deux éléments qui seront fondamentaux au niveau du ministère de la promotion de l'investissement. Et je pense que le fait qu'on ait été associé à un événement comme celui-ci aujourd'hui, qui est un événement innovant en soi, c'est aussi la preuve qu'il y a cette volonté-là d'une certaine synergie entre le public et le privé. La distance ne peut plus être ce qu'elle a été. Il faut vraiment qu'on ait un travail ensemble, qu'on travaille en synergie, en cohésion, pour pouvoir développer en fait et promouvoir nos projets innovants. Donc voilà, c'est une démarche, une dynamique sur laquelle le ministère de la promotion de l'investissement, bien sûr je parle au nom de Madame le ministre Rose Mivedor, serait totalement prêt à accompagner les entrepreneurs. Bien, merci Madame Sabot. Nous allons prendre quelques questions qui nous sont arrivées. Et la première question, je voudrais solliciter dans un premier temps Monsieur Dev Chamro, qui nous attend depuis un petit moment, et il est directement concerné par cette question, mais j'inviterai également les autres panélistes à réagir s'ils le souhaitent. La question est la suivante. Quel est réellement l'impact du Covid-19 en termes de chiffres clairs sur le climat des affaires au Togo? Alors, nous avons appris tous il y a quelques semaines que la Banque mondiale a décidé de ne plus publier son rapport Doing Business, qui est un des indicateurs connus, mais ce n'est pas le seul, il y a certainement d'autres indicateurs. Donc, je voudrais demander à Monsieur Chamro s'il peut nous dire si au niveau de la cellule climat des affaires, il y a cette veille sur le climat suivant divers indicateurs et quel a été l'impact du Covid en termes de chiffres clairs. C'est important, s'il y a des chiffres précis que nous pouvons avancer, ce serait bien pour la personne qui a posé cette question. Merci. Merci Marius. C'est un peu dommage qu'après 2 ans de préparation, que le rapport Doing Business 2022 ne sera pas présenté et possiblement cet exercice est maintenant dissous. Okay? Par rapport au Covid-19, nous à la CCA, la crise nous représente aussi des opportunités et notre motto c'est de profiter de la pandémie pour améliorer le climat des affaires pour les entrepreneurs d'abord togolais, parce qu'il y a cette volonté, cette prise de conscience qu'il faut consommer local, qu'il faut produire plus, et pour ça qu'il faut améliorer le climat des affaires pour les entrepreneurs. On n'a pas vraiment des chiffres à vous montrer, mais d'après nos estimations, je pense que la ligne a suffisamment bougé sur toutes les 12 indicateurs que nous avons travaillés et que le climat des affaires, s'il en a un autre indicateur, devrait être meilleur que 2019. Okay? C'était la volonté de son Excellence, Monsieur le Président de la République, que le Togo soit parmi les 50 meilleurs au monde. Nous étions 97 en 2019 et que nous travaillons sur cette ligne de faire bouger toutes les structures, tous les indicateurs, toutes les institutions, que ça devient facile, simple, transparent de faire de business au Togo. Okay? Et que on a remarqué qu'il y a des avancées palpables dans les différentes formalités, procédures et d'investir ou de faire des business au Togo, et ce qui est très, comment dirais-je,
enriching, comme on dit en anglais. Hein? Merci beaucoup, Monsieur Chamreau. C'est dommage, nous n'avons pas des chiffres précis. Comme vous le dites, la publication de ce rapport Doing Business aurait été fort utile dans ce sens. Mais si on parle d'impact sur les chiffres de la croissance du produit intérieur brut, il me semble que pour le Togo, il n'y a pas eu de récession, mais il y a eu plutôt stagnation. Les projections pour l'année suivante montrent plutôt une reprise de la croissance de l'ordre de 5 ou 6%, si ma mémoire est correcte, et comme c'est le cas pour beaucoup d'autres économies de notre sous-région aussi. Avant de passer à la question suivante, j'aimerais savoir si un de nos autres panélistes a un mot à dire sur cette question. Et je précise, hein, la question demande vraiment des chiffres précis sur l'impact du Covid sur nos activités, s'il y en a, sur le climat des affaires du Togo. Oui, merci, hein, cher modérateur. Effectivement, comme M. Chamreau l'a dit, et comme vous-même vous l'avez précisé, il n'y a pas de chiffres réels comme ça, justement parce qu'il y a ce problème de statistiques depuis. Hein, c'est pas la Covid qui a fait, mais il y a eu des études qu'on a lancées, un peu la Chambre de commerce, le Conseil national du patronat, et on se retrouve il se trouve que dans ces études-là, tous les secteurs ont été impactés. Si ma mémoire est bonne, on se retrouvait autour de 74% de l'économie et des acteurs qui ont été touchés. Soit ils ont fermé, soit leurs activités sont ralenties et ils n'ont pas pu évoluer. Mais tout ce que je peux dire aussi, c'est que le taux de risque a augmenté. J'avais un ami, on a travaillé sur un projet immobilier pour l'hébergement des entreprises, et donc on a travaillé, ça fait depuis 2 ans. Finalement, quand on est allé à la banque pour lever des fonds, on devait lever 400 millions et on nous disait qu'on doit payer sur les 5 ans, si jamais ça doit être sur les 5 ans, 128 millions d'intérêt. Donc vous voyez à peu près un peu comment le risque a grimpé. C'est quand même énorme. On se retrouve à payer 528 millions pour avoir levé 400 millions pour construire. Donc voilà un peu ce que je peux dire qui a donné de l'impact. On se retrouve avec beaucoup de problèmes de recouvrement. Toutes les institutions vous le diront, il y a un petit souci aujourd'hui à recouvrer les fonds parce que les activités n'ont pas pu prendre comme on l'avait espéré. Tout ce qui avait été prévu n'est pas véritablement advenu. Donc nous, au niveau du cabinet, on a aussi également ce problème. Tous les projets qu'on avait entamés avec les clients, il y a beaucoup qui n'ont pas pu démarrer. Si vous voulez que je vous donne un chiffre, on se retrouve à peu près à 80%. Il y a beaucoup d'entreprises qui devaient pouvoir évoluer et qui devaient passer à l'étape d'échelle sérieuse, mais qui n'ont pas pu. Pourquoi? Parce que c'est dû à la Covid. Je donne aussi un autre exemple, c'est le secteur de l'informatique. Il y a eu beaucoup de pénuries pour fabriquer les ordinateurs. Donc nous, on devait équiper dans un autre cadre, puisque je suis aussi patron d'une autre entreprise qu'ils appellent la société Logès. Donc on nous avait fait des commandes, on était parti chez les partenaires, on n'a pas pu livrer tout simplement parce que les appareils ne sont pas venus. On a fait des commandes en février, et même en mai, juillet, les appareils n'étaient pas encore là. Donc voilà un peu ce que je peux dire sur l'impact de la Covid. Merci, Monsieur Awaga, et surtout merci d'avoir soulevé la question du financement. On sait tous que c'est quelque chose qui revient toujours, que ce soit dans ce salon ou dans d'autres forums, lorsqu'on parle d'investissement, et pas seulement qu'au Togo. Juste avant de laisser Madame Sagbo réagir à cette question très rapidement, je voudrais rappeler que c'est le moment des questions des internautes. Donc nous prendrons les questions des internautes et également dans la salle. Donc nous allons prendre ces questions tout à l'heure, mais nous allons rapidement laisser Madame Sagbo réagir aussi. Merci Marius. Donc oui, effectivement, en termes d'impact de la Covid-19 sur l'économie, on sait qu'on a connu une baisse de la croissance, vu qu'on était à des taux de croissance qui étaient environ de 5,3% sur les 10 dernières années. Et avec la Covid, on est passé à 1,8% sur 2020. Donc normalement, les perspectives pour les années qui suivent sont plutôt favorables, mais il y a eu cet effet-là important sur la croissance. Après, il y a eu beaucoup d'activités qui ont été menées pour essayer de justement mitiger les impacts de la Covid sur l'économie. Donc je sais que plusieurs comités ont été mis en place, donc notamment dans le domaine du transport, que ce soit
soit maritime, aérien, etc. Le ministère de l'Industrie également avait mis en place des sessions d'échange qui étaient très très réguliers, quasi hebdomadaires en fait, avec les entreprises pour voir comment les accompagner au mieux, quelles étaient les difficultés et comment les aider à faire face à ça. Le programme Novici, qui avait été mis en place pour venir en aide aux populations les plus vulnérables et qui avait notamment été salué comme étant un des programmes les plus innovants qui avait été mis en place pendant la crise du Covid, est aussi venu pour apporter son lot de soutien à une certaine couche de la population. Mais indépendamment de tout ce qui va être impact négatif et mesures palliatives, c'est vraiment le volet, l'aspect opportunité de la Covid-19 que je veux mettre en lumière maintenant. Parce que, ne serait-ce que ce salon qu'on organise en présentiel, mais également en virtuel, je ne sais pas si ce dispositif-là aurait été fait comme ça en 2019 ou avant l'expérience qu'on a vécue de 2020. Donc, la place qu'a pris la digitalisation ou le digital dans le quotidien, dans la manière de faire de faire les affaires ou de juste communiquer, interagir, c'était vraiment quelque chose de très important et sur lequel je pense qu'on gagnerait à capitaliser. Donc c'est vraiment l'opportunité maintenant pour nos pays, enfin, en l'occurrence pour le Togo et pour les jeunes entrepreneurs, de voir un peu ce que le Covid nous a appris en termes de manque de chaîne d'approvisionnement. Monsieur disait tout à l'heure que certains équipements n'avaient pas pu être approvisionnés, etc. Donc c'est vraiment le moment de voir quelles opportunités tirer du Covid et de ce que ça nous a montré. Quelles opportunités tirer de la dépendance vis-à-vis de l'extérieur qu'on a pu constater. Donc, quel type d'activité développer maintenant pour venir pallier ces insuffisances-là qu'on a pu constater pendant la période Covid. Et pour revenir aussi sur mes propos de tout à l'heure sur l'innovation, c'est vraiment ça aussi qui fera la différence. Donc, c'est vraiment ce regard-là que pourront porter les jeunes entrepreneurs sur les opportunités, sur les perspectives qui nous permettront d'aller plus loin et surtout enfin voilà. Merci beaucoup Madame Sagbo. Effectivement, toute crise, tout problème est une opportunité d'amélioration ou d'innovation. Ça a été rappelé tout à l'heure par Monsieur Chamreau. Vous faites le même rappel et je suis sûr que les entrepreneurs qui nous suivent le savent et l'ont déjà pris en considération. Il y a une question ici, en attendant les questions des internautes et de la salle, il y a une question ici qui concerne l'investissement. La question était, l'investissement au Togo est-il bénéfique aux locaux ou aux internationaux? Nous observons l'implantation de plusieurs multinationales sur notre territoire. Je crois que M. Awaga avait touché ce point lorsqu'il disait qu'il y a environ 70 grandes entreprises et que, je crois, 5 ou en tout cas un très faible nombre étaient réellement à capitaux togolais. Donc ça, c'est un constat, il est réel. Maintenant, d'un côté, nous travaillons à faire venir des capitaux internationaux au Togo, mais d'un autre côté, nous devons travailler aussi à promouvoir l'émergence de nos propres champions locaux. Donc c'est un exercice d'équilibriste qui n'est pas simple, que les autorités font, je pense, continuellement et qui continuera à être fait. Donc, pour ce qui concerne cette question-là, bon, ceux qui ont la capacité d'investir, investissent. Et ils essayent tous d'avoir accès aussi aux sources de financement qui sont disponibles. L'exemple que M. Awaga a mentionné tantôt est très illustrant, où on souhaite avoir 400 millions et il faudrait payer 108 millions. C'est un exemple très très probant. J'aimerais qu'on aille sur la question du financement. La question posée ici est: quelle est la place et les améliorations qui sont faites au niveau des institutions bancaires pour faciliter l'accès au financement, qui est un souci majeur? Donc, je voudrais qu'on rebondisse là-dessus. La question est posée à tous les panélistes. Monsieur Chamreau, vous voulez dire quelque chose sur le sujet? Oui, je voulais d'abord, aux premières questions, il ne faut pas avoir peur des investissements étrangers. Hein. Il crée de l'emploi, il fait de l'exportation, il fait l'intégration de la technologie, la diversification de l'économie, ça c'est... Par rapport au accès au financement, quelque chose qui nous a préoccupé à la CCA, c'était l'ouverture des actionnariats aux investissements étrangers. C'est malheureusement un sujet tabou
où les entrepreneurs togolais ne sont pas prêts à ouvrir les actionnariats des investissements. Il y a une nécessité de faire une rééducation totale. Et aussi, avoir tout ce qui est le nouveau mode de financement, ce qu'on appelle en anglais le crowdfunding, en financement participatif. Les banques ne sont pas le seul moyen de financement, et ça, il faut accepter dès le départ. On a trouvé que les entrepreneurs développent leurs projets, portant la banque comme le seul moyen de financement, et ça, il faut innover. Il y a énormément de sous et de fonds qui sont disponibles. Il faut être innovant, accès au financement. Alors, il faut bien travailler les projets. Il faut voir l'apport en capital. Okay. Et aussi être ouvert au financement participatif internationaux et aussi ouvrir l'actionnariat de votre société. Je pense que là, le tour est joué pour les jeunes entrepreneurs au Togo. Panélistes, ils souhaitent réagir sur cette question du financement qui revient souvent, mais si, avec leur permission, nous allons quand même prendre les questions de la salle et nous reviendrons éventuellement sur cette question si nous avons le temps. Merci. Alors, avant toute chose, j'ai juste envie de dire waouh, parce que waouh pour l'échange que nous avons eu. J'ai trouvé que c'était très formateur. Formateur pour moi en tant que diaspora. Diaspora qui a choisi délibérément de venir investir au Togo en créant une business school. Donc j'ai trouvé les échanges, j'ai appris, donc je dormirai moins bête aujourd'hui. Et peut-être que je ne suis pas la seule aussi dans tous ceux qui ont suivi les échanges. J'ai deux questions. La première question, justement, je pense que c'est mieux pour Monsieur Chamron, du coup de l'amélioration du climat des affaires, c'est de savoir quelle place aujourd'hui occupe la diaspora dans ce climat-là. Donc, puisque vous travaillez pour améliorer les affaires, quelle place occupe la diaspora et qu'est-ce qui est prévu justement pour cette diaspora? Bon. Si vous permettez, nous allons prendre ça un à un. Vous poserez ensuite la seconde question. Et Monsieur Chamro, je vais vous faire une petite entorse. J'aime parce que vous travaillez pour l'amélioration du climat des affaires de façon générale, mais je crois que le ministère de la promotion des investissements a été créé spécifiquement pour cet objectif et prend en compte non seulement les investissements étrangers, mais aussi les investissements de la diaspora. Je sais qu'un portail Investir au Togo a par exemple été créé, c'est l'une des choses qui a été faite, mais j'aimerais demander à Madame Sagbo de réagir sur cette question. Est-ce qu'il y a des instruments, des choses qui sont faites spécifiquement à l'attention de la diaspora? Merci. Donc Monsieur Chamro, permettez-nous de laisser Madame Sagbo répondre. Merci. C'est bon. Alors, merci beaucoup, Madame, pour votre question. Au niveau du ministère de la Promotion de l'Investissement, la question de la diaspora est une question prioritaire pour nous, dans le sens où on s'est rendu compte que la diaspora représentait un gros flux d'investissement dans le pays, à peu près, je crois, 500 millions, je n'ai plus les chiffres exacts en tête, mais concrètement, c'était des montants qui étaient surtout dévolus à l'assistance familiale ou à d'autres projets de la sorte. Donc, les réflexions qui sont en cours en ce moment, c'est de voir comment est-ce qu'on fait pour capitaliser, en fait, pour canaliser ces ressources-là et ces apports de la diaspora et s'en servir pour des projets, pour développer des projets qui soient elles-mêmes ensuite créatrices de richesses et de revenus. Donc, c'est des réflexions qui sont en train de se mener notamment avec nos ambassades, avec lesquelles la première étape a été de commencer à travailler plus en synergie et de façon fluide avec les ambassades et les représentations diplomatiques pour partager les informations sur les projets existants au Togo sur lesquels la diaspora ou d'autres investisseurs pourraient intervenir. Donc il y a déjà ce travail d'information là qui est en train d'être fait pour vraiment accrocher la diaspora et que la diaspora ait conscience de ce qui est en train d'être fait au Togo et ce sur quoi leur impact et leur apport pourra avoir de la valeur ajoutée.
Donc, c'est une première ébauche. Ensuite, il y a aussi des événements qu'on prévoit sans doute d'organiser pour l'année prochaine. Donc, je ne manquerai pas de vous tenir informés pour justement être plus en contact avec la diaspora, mieux les rencontrer, mieux échanger avec eux, pour que non seulement ils investissent éventuellement au Togo, mais aussi qu'ils soient apporteurs d'affaires ou de réseaux, en fait. Parce qu'on a des gens de la diaspora qui évoluent dans des milieux, dans des cercles totalement différents, qui peuvent être dans des entreprises où des partenariats techniques seront à envisager avec le Togo. Donc on veut vraiment capitaliser sur la diaspora pour promouvoir la destination Togo et avoir de la valeur ajoutée. Donc juste pour vous dire que on prend en compte cette diaspora-là et que si pour l'instant il n'existe pas encore de plateforme formelle d'échange avec la diaspora, ce sont des réflexions qui sont en cours et qui devraient se concrétiser d'ici l'année prochaine. Merci beaucoup Madame Sago. J'espère que la question a été bien répondue. On prend la seconde question. Ok, merci beaucoup pour les réponses. Du coup, la deuxième question, je l'avais réservée pour vous, c'est pour ça que j'avais choisi une autre personne, mais c'est intéressant. Donc, du coup, alors, moi, le Mes Business School que nous avons créé avec mes associés depuis 2013, on décide de former pour les filières de management et de l'informatique. Donc, maintenant, on travaille aussi à ouvrir l'esprit aux jeunes. Qu'est-ce qui existe comme métier, les postes, et on invite des personnes pour venir échanger. Alors, et puis, il y avait pour cette rentrée académique, pendant notre séminaire d'intégration, un jeune qui me disait, moi, j'aimerais bien découvrir en quoi consiste un métier de conseiller. Alors, je ne savais pas qu'on allait vous rencontrer aujourd'hui, puisqu'on a commencé depuis le 18 notre séminaire d'intégration. En quoi ça consiste? Alors, dans les réseaux très proches, nous avons pu obtenir l'accord de l'ancien conseiller du Premier ministre Patrick Achi de la Côte d'Ivoire, qui justement a pris rendez-vous avec ces jeunes pour expliquer un peu en quoi consiste son métier, ses partenaires, ses acteurs, comment finalement ils procèdent pour conseiller le ministre, voilà, comme ils n'ont pas assez de temps pour s'occuper de tout. Et on a trouvé que c'était intéressant. Mais maintenant, pour vous, la question c'est de savoir, aujourd'hui vous êtes conseillère de ministre. J'ai noté tout à l'heure que pour votre ministère, vous investissez plutôt dans la promotion de l'investissement, mais également dans l'amélioration du climat. Donc, si j'ai bien compris, c'est de savoir quelle est la place finalement de ces étudiants-là, qui aujourd'hui commencent à être intéressés. Est-ce que, voilà, ils sont concernés par votre ministère? Qu'est-ce qui est réservé pour ces étudiants? Et puis, si vous permettez, peut-être qu'on pourra aussi vous accueillir en tant que conseiller pour témoigner cette fois-ci de votre métier, mais pas de la Côte d'Ivoire, mais bon, du Togo. Merci. Donc, juste pour m'assurer d'avoir bien compris la question, c'est savoir qu'est-ce qu'on réserve comme métier aux étudiants? Enfin... Par vos interventions. Est-ce que les étudiants sont concernés par les interventions du ministère de la Promotion et de l'Investissement? Oui, ok. Merci pour votre question. Fondamentalement, oui. Enfin, concrètement, les étudiants d'aujourd'hui sont la force de travail de demain. Donc, par essence, ils sont concernés par ce qu'on fait au niveau de la promotion de l'investissement, parce que si on essaie d'avoir des investisseurs, c'est pour avoir des entreprises, pour créer de l'emploi. Donc, les étudiants... moi, en fait, ce à quoi je vais me permettre de les inviter, c'est être à l'écoute de ce qui se fait et de ce qui se développe comme type d'activité. Parce que avoir des diplômés, c'est bien. Mais avoir des diplômés qui sont en adéquation avec les besoins du marché du travail, c'est encore mieux. Donc, c'est important pour tant l'Omé Business School que les autres écoles, universités, etc., de vraiment développer ou commencer à ce que les étudiants en fait s'ouvrent et aient cette curiosité-là par rapport aux nouveaux types de métiers qui peuvent se développer, aux nouveaux types d'activités qu'ils peuvent réaliser, etc. Donc, oui, le ministère de la Promotion de l'Investissement a à cœur la question des étudiants, puisque les étudiants seront la force de travail et que c'est surtout pour eux que ces démarches de promotion des investissements se font. Je ne sais pas... Merci beaucoup Anaïs. Je vais juste rapidement rappeler que dans plusieurs pays,
l'université est le cœur et le moteur de l'innovation, parce que c'est là-bas que les idées bruissent. Et il y a beaucoup de découvertes qui ont d'abord été faites à l'université avant d'être généralisées par des business qui sont aujourd'hui des modèles de réussite. Donc définitivement, les étudiants sont au cœur de cette problématique et des différents travaux qui sont faits. Est-ce que nous avons des questions des internautes? Une question d'un internaute avant peut-être de continuer dans la salle? Sinon, nous allons continuer dans la salle. Oui, madame? Bonjour, c'est le Togolais résident en Italie. Et je retourne sur la question de ma sœur, donc à propos du rôle de la diaspora au Togo. Et, pour moi, c'est une simple proposition. Donc, ce serait bien d'avoir un bureau mais qui accueille, surtout qui fasse un service. Quand il y a le service, les gens réussissent réellement à venir et à se mettre à disposition pour pouvoir... parce que le grand problème, c'est le retour. J'ai eu 3 amis qui sont arrivés et puis, bon, ça n'a pas marché, ils sont repartis. Parce que, bon, ça fait beaucoup d'années qu'ils manquent au Togo. Ils n'ont pas le réseau nécessaire pour pouvoir... voilà, s'imposer quand ils reviennent. Et il manque ce bureau qui puisse servir, voilà, à la fin, c'est ça, qui accueille et puis, bon, voilà, mettre à disposition leur capital économique et humain, parce que le capital humain aussi est un grand capital que la diaspora peut mettre à disposition. Ok, voilà, c'est ma proposition que j'aimerais qu'on réussisse à créer un bureau, un service pour pouvoir accueillir ceux-là qui arrivent et pour pouvoir mettre tout ça là donc à disposition de notre cher pays. Voilà, merci. Merci. Nous sommes un peu pris par le temps. Donc, comme il ne s'agit pas d'une question, mais plutôt d'une suggestion, je suis sûr que Madame la conseillère a bien noté. Nous allons évoluer. Il nous reste peu de temps. Donc, nous avons quelques questions. Ok, nous allons prendre la question de monsieur. Oui, c'est Monsieur Kofi Trésor, je suis porteur de projet. Alors, ma question s'adresse à Monsieur Awaga. Il a parlé des pays comme l'Estonie et l'Israël dans leur choix stratégique. J'aimerais savoir en quoi est-ce que les choix stratégiques de l'Estonie et l'Israël peuvent vous servir pour le Togo. Voilà, merci. Oui, Monsieur Awaga, très brièvement. Merci, Monsieur Kofi. Si vous le permettez, cher modérateur, rapidement, je voulais revenir sur l'investissement, le financement et la diaspora. Pour l'investissement, ce que je souhaite dire, c'est qu'il y a des efforts effectivement à faire au niveau des structures d'investissement, mais aussi c'est à nous d'aller chercher cet investissement. C'est important. On ne va pas seulement blâmer les banquiers. Je donne l'exemple de monsieur Gervais Kofi Dondo et de monsieur Jonas Daou. Ce sont 2 champions togolais que nous avons et ils sont allés très loin pour chercher les investissements à la fois pour EcoBank, pour Sky. Et si on prend le cas de monsieur Jonas Daou, on a Sodigaz qui est devenu aussi Zener aujourd'hui. On a après Diwa et puis on a ces structures industrielles et vous avez commencé à voir un peu ce qu'il fait aussi avec dans le secteur du pétrole. Donc c'est important. Pour le financement, il y a eu des efforts, notamment au niveau de la Banque centrale qui a essayé d'accompagner les banques, mais je pense que nous-mêmes ne sommes pas allés pour négocier. Et pour avoir de l'investissement, il faut comprendre qu'il faut déjà tisser une bonne relation avec les banques auparavant pour que après l'investissement soit facile. Ce n'est pas au début. Les banques sont frileuses pour financer les projets qui démarrent. Donc il faut faire ses preuves. Il faut essayer de faire ses preuves. Et comme je le disais, on a l'exemple des 2 champions togolais. Pour la question de la diaspora, je pense que
à part ce qui est prévu par le ministère de la promotion de l'investissement, comme le disait Madame Sagbo, il y a le ministère des Affaires étrangères qui a fait un gros travail. Il y a déjà un haut conseil qui est créé pour prendre en compte tout ce que la diaspora fait, parce que la diaspora, effectivement, c'est une force, c'est une compétence, et c'est aussi une force financière. Donc, ils ont pris ça en compte et ils le savent. Et il y a des choses qui se font dans tous les pays, en Allemagne, aux États-Unis, en France. Et donc, je pense qu'il va y avoir une coordination, effectivement, au niveau du gouvernement pour que le ministère de l'investissement prenne en compte ce qui est déjà fait, ces bureaux qui sont créés et tout, parce qu'il y a des choses qui sont effectivement faites. Je ne suis pas l'avocat du gouvernement, mais des choses sont faites. Il faut aussi que nous aussi on aille de ce côté. Donc, je voulais faire cette précision et venir à la question de M. Kofi. Merci pour votre proposition. Vous avez donné tout à l'heure, vous disiez que j'ai parlé du cas de l'Israël et de l'Estonie. L'Estonie est d'abord, c'est un pays totalement numérisé. En Estonie, on fait tout en ligne. Tout. Vous voulez votre carte d'identité, votre passeport, vous voulez créer une entreprise, vous le faites en ligne, il n'y a pas de souci. C'est qu'ils ont fait le choix de digitalité totalement leur pays. C'est un secteur qu'ils ont pris et après ils peuvent l'exporter. La présidence circule dans tout le monde entier pour montrer un peu leur expérience dans la digitalisation. Donc ils exportent aujourd'hui cette expertise dans la digitalisation. Je répète, le pays est totalement digitalisé. Tout se fait en ligne, tout. Vous voulez inscrire votre enfant à une école, ça se fait en ligne. Comme je le disais, carte, passeport, tout ce que vous voulez, acte de naissance, tout, ça se fait en ligne. Voilà un peu ce que je peux dire sur l'Estonie. Pour le cas d'Israël, les Israéliens, c'est un petit pays, et ils ont innové, ils se sont rendus compte qu'ils doivent faire des efforts. Ils ont repoussé par exemple la mer pour créer des champs d'agriculture. Ils ont innové en matière d'agriculture d'ailleurs. Ils ont ramené leur expérience ici au Togo pour le partager avec le ministère de l'Agriculture. Ils sont aussi très forts pour tout ce qui est nouvelles technologies, tout simplement. Nouvelles technologies. On parle des drones et surtout dans le secteur de la sécurité. Israël est un peu entouré des pays avec lesquels ils ont fait la guerre. Donc ils ont choisi ce secteur et ils exportent cette expertise au niveau des États-Unis, au niveau de l'Europe, au niveau même de l'Afrique. Après, on peut toujours parler de tout ce qu'on veut, mais ils ont choisi de se développer et d'avoir des technologies pointues dans le secteur de la sécurité et de la défense et tout simplement dans tout ce qui concerne les nouvelles technologies, les IT dans le monde. Donc c'est aujourd'hui ce qui fait leur force, ce qui fait que leur économie est développée parce qu'ils se sont mis là-dessus. Voilà un peu ce que nous aussi on peut faire. Qu'est-ce qui est notre force? Je l'avais dit tantôt, hein, on a la finance, on a la recherche, on avait ici, par exemple, quand je parlais d'université, je parle de l'École nationale de l'architecture et Yamo, par exemple, qui est une force. Les gens venaient d'ailleurs de toute l'Afrique pour pouvoir fréquenter et devenir des architectes à partir du Togo. J'ai parlé du hub, du port et de tout ce qui doit entourer cela par rapport à la logistique. Imaginez tout simplement qu'on a développé ou qu'on a recréé, on a continué la ligne ferroviaire qui va de Lomé jusqu'à Dapaon pour après essayer d'aller dans les autres pays. Donc vous-même, vous voyez un peu ce que ça va faire. Imaginez de jeunes Togolais qui se sont mis ensemble pour créer une compagnie pour pouvoir transporter des hommes et des biens depuis Lomé pour aller à Dapaon. On ne va pas prendre des avions, de grands avions de ligne, mais on va prendre des avions à réacteur pour pouvoir aller à Dapaon, à Kara, en une journée, faire 45 minutes, 1 heure pour aller faire l'affaire. Parce qu'en réalité, la vraie deuxième ville du Togo, c'est Dapaon. Ce n'est pas une autre ville. Donc voilà un peu moi ce que je dis. On peut essayer d'identifier des domaines, travailler là-dessus, rendre le domaine pointu et devenir des experts là-dedans pour l'exporter. C'est ce que je disais en parlant de l'Estonie et de l'Israël. Merci. Merci beaucoup, Monsieur Awagab. Nous allons prendre juste une question, un commentaire, enfin une question en ligne. Normalement, ça concernait Monsieur Bank, mais vu nos contraintes de temps, on va essayer d'avancer quand même. La question disait: le climat des affaires est souvent mesuré par un ensemble de critères macroéconomiques et donne droit à un classement annuel mondial, bon, qui est le Doing Business auquel on faisait référence tantôt. Ces critères sont souvent déterminés par des réformes en matière de politique économique. Au niveau national, à part les mesures d'allègement fiscaux à l'investissement des PME-PMI, y a-t-il des mécanismes d'appui ou d'allègement fiscal spécifiques pour la recherche et développement? Je me fais le porte-parole de Monsieur Bank. Il avait mentionné tantôt, un exemple était la déduction complète des frais liés à la recherche. Donc c'est un des nombreux exemples de leviers fiscaux que Monsieur Bank avait cité. Il en a également cité d'autres. Donc j'invite tous ceux qui sont concernés, qui sont intéressés, pour en savoir plus sur ces questions, à s'approcher de l'OTR. Et j'invite également l'OTR à continuer à maximiser les canaux de communication parce qu'il faut que ça aille dans deux sens. Ça se répète souvent, il y a des choses qui existent,
mais on n'est pas au courant. Est-ce que c'est la faute de l'ETA qui ne communique pas assez? Est-ce que c'est la faute de nos jeunes entrepreneurs qui ne vont pas assez à l'information? Je crois que la réponse est quelque part entre les deux. Donc, je me fais votre porte-parole sur cette question et voilà une partie de la réponse. Nous allons rapidement maintenant passer à la conclusion. J'aimerais demander à chacun de nos panélistes, en moins d'une minute, s'il vous plaît, de donner votre mot de fin sur le thème qui nous a réunis ce matin. Nous allons commencer par Monsieur Dev en ligne. Est-ce que vous pouvez nous donner votre mot de fin en moins d'une minute, s'il vous plaît? Merci. Oui, merci Marius. Le mot de fin, c'est d'abord l'intégration de l'avancée technologique, que ce soit par rapport au TIC, mon collègue m'a mentionné la digitalisation. C'est important que ça découle dans toutes les institutions. Vous avez quand même des infrastructures très solides. Alors, il faut intégrer les avancées technologiques dans les affaires, pas seulement des affaires du privé, mais aussi du public. Alors, ça, c'est l'innovation qui nous reste à faire maintenant. Merci. Merci, monsieur. Merci beaucoup, monsieur Chamreau. Madame Sago. Merci, Marius. En un mot, je vais inviter les entrepreneurs. Je vais inviter les entrepreneurs à être à l'écoute, encore une fois, à être à l'écoute de la demande mondiale, à être à l'écoute de la demande locale, à identifier des niches, à voir ce qu'ils peuvent faire de différent, ce qu'ils peuvent faire de nouveau pour réellement contribuer à l'avancée du pays. Et je vais aussi les assurer que, pour notre part, ministère de la Promotion de l'Investissement, nous sommes à disposition pour les accompagner, qu'il y a beaucoup de structures qui existent, qui sont là pour accompagner, le FAEJ, enfin j'en passe, mais c'est important que nos jeunes développent des projets innovants et que ces projets-là soient structurés, qu'ils puissent attirer des fonds d'investissement ou d'autres mécanismes innovants de financement. Et voilà. Merci Madame Sago. Monsieur Bank, votre mot de fin? Merci. J'allais dire que l'administration fiscale togolaise, donc sous l'impulsion du commissaire général, est le service le plus innovant aujourd'hui pour répondre aux besoins d'innovation des investisseurs. Alors aujourd'hui, les procédures, les téléprocédures sont mises en place pour servir les contribuables. Et aussi, l'administration fiscale en matière de communication s'est dotée d'une direction dédiée exclusivement à la communication. Et donc, l'administration fiscale, sans prétention aucune, est l'institution la plus communicative au Togo. Et ceci grâce au management de notre commissaire général, dont il faut saluer vraiment le désir d'accompagnement des entreprises. Je vous remercie. Merci beaucoup, Monsieur Bank. Monsieur Awaga. Merci beaucoup, cher modérateur. Merci pour l'opportunité d'abord. Et moi, pour finir, je dirais que il faut continuer à innover justement le climat d'affaires. Il faut innover le climat d'affaires, continuer. L'État doit continuer ce qu'il est en train de faire, c'est très bien, mais il faut aller encore un peu plus loin. Il faut continuer à se parler. Il faut que l'État parle avec le secteur public. Il faut que nous aussi, les acteurs du secteur privé, avec le secteur privé, pardon, il faut que nous aussi, les acteurs du secteur privé, que nous continuions à innover. Je pense que désormais, quand on vous pose la question, qu'est-ce que vous proposez, la réponse doit être l'innovation. Nos produits, c'est l'innovation, notre entreprise, c'est l'innovation. Il faut continuer aussi, il faut que nous puissions aller à l'information. Moi-même, j'ai eu cette expérience en 2016 où j'étais allé au ministère de l'Agriculture. Je me suis rendu compte qu'il y avait beaucoup d'informations que je n'avais pas. J'étais furieux quand j'étais sorti. Il faut que nous allions à l'information. Et je finirai par dire qu'il nous faut penser grand. Madame Sago l'a dit tout à l'heure, il faut innover. Quand lors du sommet Togo-UE, on s'est rendu compte que les jeunes Togolais, quand ils présentent des projets, les projets ne sont pas ambitieux. Il faut que nous soyons ambitieux. Des projets de 500 millions, de milliards, de 20 milliards, il n'y a pas de souci. Il faut être ambitieux et aller loin. Il faut aussi maintenant, justement, que l'État encourage la création des champions togolais. Il ne faut pas 2 personnes, comme je viens de citer, je ne vais plus revenir sur les noms, mais il faut beaucoup de champions pour que nous puissions avoir un Togo prospère. Merci.
Merci beaucoup, Monsieur Awaga. Merci à tous nos panélistes et à travers eux les institutions qu'ils représentent. J'aimerais rappeler la cellule climat des affaires pour Monsieur Chamreau, le ministère de la promotion de l'investissement pour Madame Sago, l'Office togolais des recettes pour Monsieur Bank et le cabinet Synergie pour Monsieur Awaga. Nous remercions toutes ces institutions, mais nous remercions aussi les promoteurs de ce salon, dont c'est la 3e édition, qui se veut une plateforme pour promouvoir l'investissement dans notre pays. Les 90 minutes de ce débat ou de cet échange sont passées très vite. J'ai fréquemment coupé la parole à mes panélistes qui avaient sans doute beaucoup plus de choses à dire, et je n'ai pas de doute que l'assistance ici présente ainsi que nos internautes connectés en ligne ont beaucoup plus de questions sur ce sujet. Mais nous vous invitons à utiliser les divers canaux de communication qui existent envers nos différents panélistes. Il y a beaucoup de choses qui sont faites dans l'amélioration du climat des affaires au Togo et plus spécifiquement pour encourager l'innovation. Donc ça a été rappelé durant ces échanges. La balle est maintenant dans notre camp à tous pour arriver à relever ce défi du développement commun de notre pays et par-delà de l'Afrique. Je vous remercie. Merci beaucoup, Monsieur Marius Kouvahe, directeur des opérations Ségus, pour ce panel. Nous allons donc raccompagner le panel, s'il vous plaît, mais surtout les féliciter pour la qualité de ce débat. Je vais inviter les hôtesses à raccompagner les panélistes et surtout n'oubliez pas de faire la photo souvenir sur le photocall. Merci infiniment également à ceux qui nous suivent en ligne. Si vous êtes sur nos divers canaux, Zoom, Facebook ou encore YouTube, nous vous demandons de partager les différents liens pour emmener plus de personnes à nous suivre.